Bonjour à toutes et à tous, donc Aldric Zappeni, je suis directeur data, Chief Data Officer du groupe Crédit Agricole. Alors on a décidé avec mes collègues ici présents collectivement de laisser un peu de temps pour des questions-réponses à la fin. On aime un peu l'imprévu, donc on va essayer de laisser 5 minutes. Donc rapidement, je laisserai se présenter quand ils prendront la parole. Non, hop, voilà. On est venu vous parler en fait d'une application, une plateforme même pour tout dire, qui s'appelle CA Generative Search. Et on est venu témoigner finalement de la confrontation d'un certain nombre de cas d'usage de l'IA générative avec les standards industriels d'une grande banque. Voilà, et donc vous verrez, ce sera intéressant quand on ouvrira le capot. Ce qu'il faut que vous sachiez, et je vais aller très rapidement sur ce point-là, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie qui est beaucoup plus globale. La stratégie du groupe en matière d'IA ne change pas, elle n'a pas été changée par l'IA générative. Ce qu'on pense, c'est que la data et l'IA finalement doit renforcer notre modèle relationnel qui est basé sur l'humain. Et donc on va utiliser l'intelligence artificielle essentiellement pour simplifier, pour dégager du temps, des marges de manœuvre, pour signaler un certain nombre d'événements importants qui peuvent se produire dans la relation avec nos clients. On a structuré ça à partir du mois de mars pour aller directement à l'échelle sur un certain nombre de cas d'usage. Alors vous verrez que le mot directement est peut-être un peu galvaudé, le chemin est un peu plus long que ça. Et le cas d'usage, la plateforme qu'on va vous présenter pour traiter ces différents cas d'usage est particulièrement mobilisée en fait dans tout ce qui va être support à la fois pour les clients mais aussi pour les conseillers et puis également pour un certain nombre de fonctions qu'on appelle de contrôle et de support au niveau des sièges en fait de nos établissements, notamment celles qui manipulent des informations qui sont à la fois complexes et très volumiques. Et donc cette plateforme sert vraiment sur ce cas-là. Je vais passer sans plus attendre la parole à Samuel. Voilà. Merci Aldric, bonjour, Samuel Laloum, je suis chef de projet au sein du Data Lab Group. Et je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que CA Generative Search. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vient de le dire à l'instant Aldric, on a travaillé sur 36K. Et pour répondre aux besoins des métiers, on a décidé de construire cette plateforme. Donc cette plateforme, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de pouvoir rechercher des informations dans des grands corpus documentaires qui sont derrière, grâce à l'IA générative et le RAG, permettent de pouvoir générer des réponses. En gros, comment ça fonctionne très basiquement? Pour vous expliquer, on construit cette solution, on va ensuite la déployer pour de multiples cas d'usage, donc on va travailler sur de multiples corpus documentaires. Et lorsque l'utilisateur va se connecter à la plateforme, il va pouvoir saisir en langage naturel la question qu'il souhaite poser afin de trouver l'information qu'il souhaite rechercher dans ce grand corpus. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir d'abord, dans un premier temps, en fait, une fois que la question a été posée, la recherche dans la base documentaire pour cibler le ou les documents qui vont répondre à cette question posée. Une fois que les documents sont identifiés, il va y avoir ensuite l'identification de la page ou des pages d'intérêt dans lesquelles l'IA générative va aller puiser les informations. Et puis, il va y avoir une recherche un peu plus précise en ciblant les passages les plus pertinents. Et une fois que tout ça a été identifié, c'est envoyé à l'IA générative qui, elle, va se baser sur ça pour générer une réponse qu'elle va soumettre à l'utilisateur en associant les sources sur lesquelles elle s'est basée, de manière à ce que l'utilisateur puisse apprécier ou non la véracité de la réponse qui est suggérée par l'IA générative. Donc tout ce que vous voyez à l'écran. Et du coup, comment en fait on construit CA Generative Search, et on va dire même de manière beaucoup plus globale, comment on construit nos solutions d'intelligence artificielle au sein du Data Lab Group. En fait, on part d'une méthode projet, qui est une méthode projet collaborative dans toutes ses étapes, qui a été certifiée IA industrielle et de confiance et labellisée RSE. Alors pourquoi cette démarche-là? Tout simplement parce qu'on met un point d'honneur à construire des IA qui sont nativement industrielles. Et le nativement industriel prend tout son sens puisque, comme vous le voyez ici dans notre méthode projet, dès le début du cadrage, on va se poser les bonnes questions. Ce que l'on veut, c'est, dans un premier temps, recenser l'ensemble des prérequis, des prérequis à la fois métiers et des contraintes techniques qui vont nous permettre de pouvoir construire une solution qui ne va pas connaître d'échec à l'industrialisation, ça c'est un point qui est très important, ou deuxièmement, de partir avec de la dette technique qui, derrière, nous forcerait à faire sans cesse des ajustements pour arriver à une cible industrielle. Donc nous travaillons bien en amont sur ces sujets-là pour répondre aussi à la fois à ces contraintes industrielles, mais aussi aux besoins des métiers.
Et on s'intéresse notamment dans le cadre des IA génératives à des dimensions qui sont propres à ce type de solution-là, et notamment sur les risques IA et les atténuations. Et donc là-dessus, on va traiter un certain nombre de sujets, que ce soit les phénomènes d'hallucination, que ce soit l'injection de prompts ou d'autres types de risques IA dont vous parlera Ayman plus en détail après la prise de parole. Et une fois qu'on a défini donc, dans ce cadrage le niveau de performance que l'on souhaite atteindre avec le métier, que l'on a mis à plat l'ensemble de ces exigences-là, bien sûr tout aussi en respectant nativement, ça va de soi, les aspects réglementaires et les aspects de normes groupes autour du RGPD, autour de l'utilisation de la donnée, etc. On va travailler sur 5 grandes étapes projet. Dans un premier temps, on va s'assurer que les données sur lesquelles on va bosser sont des données de qualité. Ça, c'est un point qui est très très important. Ça va nous permettre de pouvoir construire une solution qui va répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est un des prérequis fondamentaux dans la construction d'une IA. Ensuite, on va co-construire une base de connaissances. L'idée, c'est de mettre à table aussi le métier pour qu'ensemble, on puisse définir la cible et le niveau de performance qui soit atteint pour que la restitution de l'IA soit la plus fidèle possible aux attentes et qu'on minimise les ambiguïtés. Ensuite, on va travailler sur la construction de l'intelligence artificielle, donc du moteur. Et sur les IA génératives, on va s'intéresser notamment à tout ce qui va être prompt, au fait de pouvoir faire du fine-tuning, de l'adaptation, pour que derrière, on puisse minimiser, notamment avec le RAG, les phénomènes d'hallucination et qu'on réponde bien aux attentes métiers. Ensuite, et c'est un des atouts qui a notamment été relevé lorsqu'on a fait cette certification d'IA industrielle et de confiance, donc par le Laboratoire national de métrologie et d'essai, puisque ça fait de nombreuses années que nous travaillons sur la conception de solutions IA, et on a décidé d'avoir un regard externe sur ce que nous faisions, et donc on a sollicité le LNE pour avoir leur avis, et donc on a été certifié depuis début 2023, et un de nos atouts était le fait qu'on prenait en considération tout ce qui était autour de l'explicabilité, interprétabilité des résultats. Mais pas que, il y a aussi l'ensemble des étapes projet que vous voyez à l'écran qui ont été reconnues par le LNE. Et on a aussi été plus loin, puisque dans notre démarche projet, on intègre aussi les piliers du groupe Crédit Agricole, dont un, et pas des moindres, le projet sociétal. Et là-dessus, nous travaillons, lorsque nous construisons nos solutions, sur l'impact environnemental de nos IA, donc à savoir l'empreinte carbone, la frugalisation. Et ça aussi, en fait, ça a été un des atouts constatés par Label IA, qui derrière nous a permis d'avoir la labellisation RSE. Et une fois qu'on a donc construit ce moteur d'IA, on travaille derrière sur le packaging de cette solution et son industrialisation. Et dans le cadre de CA Generative Search, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une solution aujourd'hui qu'on a travaillé pour la déployer dans une landing zone, c'est-à-dire dit autrement dans un cloud. C'est une solution qu'on pourrait très bien aussi déployer on-premise. Donc en fait, on l'a construite de manière à ce qu'elle soit applicable à tout type d'infrastructure, ou en tout cas avec un minimum d'adaptabilité. Et enfin, lorsqu'on est sur du run et du monitoring, on aura toujours ce cycle itératif. Si demain nous constatons une dégradation de performance ou tout simplement une évolution métier, où on souhaite ajouter des choses, on souhaite aller un petit peu plus loin dans la solution intelligence artificielle, on repart sur ce cycle-là, à la chose près que on ira beaucoup plus rapidement puisqu'on aura déjà travaillé sur le build de cette solution-là. Donc maintenant, je vais laisser la main à Ayman qui va vous parler un petit peu plus techniquement de ce qu'est CA Generative Search. Merci Samuel. Donc Ayman Chabot, je suis CTO et responsable IA au Data Hub Group. Et comme l'ont dit mes collègues, donc, la plateforme a été conçue pour intégrer différents cas d'usage de RAG qu'on avait priorisés par le COMEX. Donc on a conçu une plateforme faite maison, maîtrisée de bout en bout pour pouvoir personnaliser les pipelines au regard des différentes spécificités des cas d'usage. Les caractéristiques globales donc, de la plateforme, c'est les multicorpus, donc on peut intégrer dedans plusieurs corpus liés au use case qu'on va intégrer, et les multi-LLM, donc agnostiques au modèle de langage qu'on va déployer par la suite selon le besoin du cas d'usage, et aussi multisources, on va pouvoir se connecter à plusieurs sources de données, du SharePoint ou autre, et pouvoir, selon la nature de la donnée, le format, la modalité, interagir avec ce corpus-là. Alors, à date, les fonctionnalités sont les fonctionnalités fondamentales d'une plateforme de RAG, à savoir pouvoir faire de la recherche sur ces corpus de documents et pouvoir générer une réponse à partir des documents qui ont été priorisés par le moteur de recherche et formuler cette réponse-là en s'appuyant sur ces sources. Et on a l'autre volet qui est comment gérer et maintenir et administrer les bases de connaissances qui sont liées à ces cas d'usage. Donc voilà les deux fonctionnalités de base qui sont intégrées, bien sûr, qui vont être améliorées et qui vont évoluer dans le temps. Alors comme on a voulu avoir une plateforme générique, on a choisi un stack technologique qui nous permet demain de les déployer dans différents environnements, que ce soit cloud ou on-premise, donc du cloud avec les différents clouders qu'on a aujourd'hui, ou on-premise en local pour les use cases qui vont demander des données très confidentielles du C4 qui sont internes au groupe.
Donc le stack, c'est des technologies plutôt, on commence à les connaître, des standards sur le marché avec des spécificités selon le clouder pour pouvoir interagir avec les LLM qu'il propose. Et on expose aujourd'hui la plateforme via API, comme ça on pourra aussi la consommer à travers les applicatifs du groupe, mais aussi via une interface graphique. Et c'est là où on a mené des travaux pour soigner l'expérience utilisateur et avoir un parcours fluide pour n'importe quel métier qui va interagir avec cette plateforme-là. Pouvoir accéder aussi aux différents cas d'usage qui ont été implémentés et avoir aussi la capacité de poser des questions et de voir même des suggestions de réponses les plus fréquentes proposées par les utilisateurs de même cas d'usage. Et enfin, pour des métiers qui sont très réglementés, on offre aussi la traçabilité de toutes les recherches qui ont été proposées. Un premier cas d'usage qui a été intégré, évalué et déployé, c'est le cas d'usage de recherche d'informations dans le corpus normatif IA du groupe Crédit Agricole. Donc, c'est un corpus qui a été créé tout récemment sur la base du corpus AI Act pour nous préparer à cette réglementation et qui sera demain exposé à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc, on a demandé au métier pour qu'on puisse évaluer la plateforme sur ce cas d'usage une base de vérité annotée manuellement par les experts sous forme d'une centaine de questions-réponses et qui nous permettent par la suite de mener notre démarche d'évaluation, comme l'a dit Samuel, qui était certifiée. Et on a profité au passage par benchmarker différents LLM, comme on le sait aujourd'hui. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés par la communauté, que ce soit open source ou les clouders ou d'autres providers, pour qu'on puisse d'une part maîtriser ces LLM et voir aussi lesquels qui sont les plus adaptés ou les plus pertinents pour certaines familles de cas d'usage. Et là, en l'occurrence, pour ce use case de cadre normatif IA, on a testé un certain nombre de LLM, dont les 3 derniers, Claude 3 IQ, Mistral Large 2 et Mixtral, pour voir un peu lequel qui serait le plus performant si on le passera demain en production. Et c'est là on va passer à l'étape 2, une fois on a sélectionné le LLM, on va pouvoir déjà l'évaluer d'une façon automatique sur la base de vérité qui a été annotée par le métier, en se basant sur les métriques traditionnelles en lien, que ce soit sur le volet recherche en mesurant le rappel par exemple, ou sur le volet extraction d'informations en mesurant le F1, donc précision et rappel sur les snippets extraits par le modèle. Et on mène aussi une démarche d'évaluation qualitative par le métier, en passant par une phase de recette. Et là, sur la base d'un certain nombre de critères qu'on aurait définis avec eux, les critères de qualité linguistique de la réponse qui était générée, même si on n'a pas de doute aujourd'hui que ce LLM arrive à générer une réponse en langage naturel plutôt performant. Pertinence de la réponse, donc là on retrouve un peu les métriques automatisées, mais on veut aussi avoir le feedback métier sur la réponse fournie par ces LLM-là. Et enfin, la présence ou pas d'hallucinations, et pareil aussi, c'est un des enjeux qu'on va en parler par la suite, la capacité de ces LLM à rester aussi fidèles au corpus initial. Et enfin, on va mesurer aussi des métriques techniques comme le temps moyen de réponse ou de requête pour qu'on puisse sécuriser une expérience utilisateur fluide. Et là, comme on le voit sur le slide, les performances sont plutôt correctes, intéressantes pour un démarrage, en sachant tous que pour un modèle IA, il va falloir fine-tuner, améliorer en continu par les feedbacks utilisateurs pour atteindre des performances plus élevées. Alors, le passage en production nous a mis face à différents défis. Et je pense que les défis qu'on va rencontrer peut-être tous pour les équipes qui ont passé en production des cas d'usage d'IA génératif. Le premier défi, c'est la scalabilité. On sait tous aujourd'hui que certains clouders fixent des limites de quotas d'usage du LLM. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte effectivement clairement de ces limites-là avec les tests de charge qu'on a menés sur la plateforme. Mais ça n'empêche que depuis quelques mois, il y a un travail de communauté qui est intéressant pour aller chercher des leviers de scalabilité des différents cas d'usage qu'on passe en production, que ce soit sur du cloud, sur du on-premise. Et aujourd'hui, on voit 2 catégories de leviers d'optimisation selon le modèle de facturation qu'on utilise. Donc, soit le modèle pay-as-you-go. Et là, on va avoir différentes stratégies aujourd'hui proposées par les clouders, typiquement avoir des stratégies de multi-account pour diversifier aussi l'appel des modèles par les cas d'usage. Multi-région, aujourd'hui, on peut router les appels du LLM vers d'autres régions moins saturées pour qu'on puisse sécuriser la scalabilité du modèle, ou une stratégie multi-modèle qui peut être aussi complémentaire. Une fois que j'ai saturé un modèle, par exemple un cloud sur l'ensemble de mes régions, là, je peux pouvoir passer à un autre modèle qui aura un quota plus libéré et nous permet d'aller plus loin dans la scalabilité de la plateforme. C'est un modèle qui est avantageux pour des appels qui ne sont pas maîtrisés en termes de volume, voire même des appels de faible volume, et aussi ça nous permet de ne pas avoir un engagement fort avec un clouder. Mais en contrepartie, ça ne garantit pas la capacité aujourd'hui
Donc pour les équipes qui passent en production avec ce modèle-là, font face à ces limites-là. 2, on va avoir des coûts qui ne sont pas maîtrisés dès qu'on va varier le volume des appels. Et enfin, dès qu'on va passer à des cas d'usage qui vont demander des appels de volume très importants, typiquement le cas d'usage qu'on a sur les actes qui va scaler sur des dizaines de milliers de collaborateurs, là on peut avoir des coûts très importants avec ce modèle de facturation. Alors l'autre l'autre modèle de facturation aujourd'hui, c'est par la réservation d'instances. Et là, on commence à avoir aussi des propositions faites par les clouders. D'une part, on peut aussi provisionner des débits, par exemple sur Bedrock AWS. Donc, on peut mener des négociations avec le clouder pour avoir un débit bien provisionné et scaler selon la quantité d'appels qu'on va avoir, que ce soit mensuellement ou sur une durée de 6 mois ou 1 an. Ou ça peut être aussi réserver des ressources de calcul, mais dans ce cas-là, il faut avoir des équipes internes qui assurent le management et la maîtrise de ces solutions-là déployées sur les instances réservées. Donc c'est avantageux dès qu'on va passer sur des volumes très importants, et c'est aussi avantageux pour maîtriser les coûts quand on est sur ces volumes-là, et aussi garantir la capacité à la scalabilité. Maintenant, tout ça vient en contrepartie de moins de flexibilité qu'on avait déjà avec le modèle Pay-as-you-go. Il va falloir aussi bien chiffrer et estimer les capacités de calcul avant de s'engager avec le clouder sur les capacités à réserver. Et si on va réserver plutôt des instances de calcul, c'est là où il va falloir avoir des compétences internes pour pouvoir les manager. Donc voilà, il y a un choix à faire quand même selon le modèle de facturation et aussi selon le cadre et l'organisation qui est dans l'entreprise. Le deuxième défi, c'est le défi de sécurité. On en parle beaucoup d'hallucination, de risque d'attaque. Donc c'est un vrai sujet qu'on a abordé cette année-là en phase R&D au niveau d'Atalaba Group. Et on a mené du coup des travaux pour à la fois maîtriser ces risques-là, les détecter, les atténuer et proposer une démarche au niveau du groupe pour pouvoir aussi maîtriser tous ces risques d'IA. Et on a benchmarké différentes solutions, à la fois open source, mais aussi propriétaires, pour qu'on puisse aussi juger la maturité du marché pour gérer ces risques de LLM. Et aujourd'hui, on a conclu avec une approche de red teaming continu, donc qui va continuer avec les use cases qui arrivent en production et qui se base sur 3 piliers. Donc le premier, c'est comment détecter les vulnérabilités liées à un modèle ou un cas d'usage ou un pipeline. Notamment ici, pour le cas d'usage d'Oracle, on a identifié un certain nombre de risques parmi les dizaines de risques côté WASP. Donc les risques d'hallucination, la prompt injection, tout ce qui est gestion de sortie de LLM et les vulnérabilités que ça peut introduire quand on génère par exemple du code. Tout ce qui est prompt leakage et fuite de données qu'on peut avoir sur des modèles qui ont été fine-tunés sur des corpus internes. Et bien sûr les attaques de ligne service du classique dans les problématiques de sécurité des systèmes d'information. Une fois on détecte ces risques-là, on va passer à la phase d'atténuation. Et là, pareil, on va avoir plusieurs stratégies aujourd'hui que propose l'état de l'art. À la fois, déjà évaluer les différents modèles qui sont proposés selon les différents tests qu'on mène pour lancer des vulnérabilités. Une fois on se positionne sur un modèle, on va aller optimiser les prompts pour arriver à une robustesse minimum nous permettant de qualifier et de passer le modèle en production. Et au final, s'il y a un risque marginal qui reste atténué, c'est là où on va ajuster peut-être les pipelines, voire même on peut passer à des guardrails en fin de processus pour pouvoir mitiguer au mieux les risques liés au modèle, au système en totalité. Et enfin, ce qu'on veut faire, c'est consolider tous ces tests qui nous ont permis de détecter les vulnérabilités et les atténuer dans une démarche d'amélioration continue et de tests de non-régression, parce qu'on va certainement faire évoluer le modèle, les versions, et on va certainement aussi adapter les différentes pipelines pour qu'on puisse scaler sur les différents use cases qui viennent de métier, qui changent vraiment de corpus et de finalité. Donc sur ces défis-là, il faut savoir que ça reste toujours un défi important à challenger et à lever. La communauté de recherche scientifique est aussi active sur le sujet, donc on essaie de suivre avec nos travaux de veille scientifique au niveau d'Atalaba Group et avec aussi nos partenaires académiques. Et il faut savoir aussi que c'est au cœur, en tout cas, de notre cadre normatif IA. Maintenant, pour passer en production aujourd'hui, dans la stratégie de déploiement des cas d'usage en production, comme l'a dit Adric tout à l'heure, on a fait le choix aussi de garder l'humain dans la boucle. Donc l'humain reste en maîtrise de la réponse qui est proposée au final par l'IA, ce qui nous permet d'avoir un cadre minimum de risque nous permettant de passer en production et passer à l'échelle. Donc voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.
On a été très performants, il reste même 10 minutes. Bonjour. Vous parlez. Le proof of value a été beaucoup évoqué ce matin. Quand vous abordez votre stratégie de gestion des coûts, notamment sur la disponibilité de la puissance de calcul des centres de données, vous nous expliquez que vous travaillez beaucoup avec les fournisseurs de cloud. Avec l'évolution notamment du cadre européen du Data Center Cover Conduct et l'ensemble de ce que cela peut apporter en termes de directives, vous souhaitez aborder ça en interne avec une approche hybride où vous gérez le foncier et ensuite vous avez un renouvellement de la puissance de calcul. Précédemment, on avait eu Dell et Nvidia qui nous parlaient justement de breakthrough, notamment sur les NPU. Quelle est votre approche là-dessus? Parce que vous êtes très, très en avance sur la mise en place du RAG au sein de vos entreprises par rapport à d'autres acteurs qui sont un peu plus réticents et avec des approches plus marginal, on va dire, là, sur des cas d'usage plus spécifiques. Faut faire une pause, il y a beaucoup de questions. Bref, le modèle économique. En fait, il faut bien avoir en tête que le débarquement de l'IA générative n'a pas changé notre stratégie globale, n'a pas changé non plus notre stratégie IA. Dans notre stratégie IA, on a toujours dit qu'on voulait avoir une approche pragmatique, c'est-à-dire aussi bien faire du développement interne, de l'acquisition de solutions que de l'hybridation. Et ça s'applique aussi bien intrinsèquement quand on parle de solutions, mais aussi quand on parle d'infrastructure. Le risque majeur, en fait, qu'on souhaite, on ne l'évite jamais totalement, mais limiter, c'est le risque de dépendance économique. Ce qui signifie que notre stratégie est diversifiée. Vous avez peut-être noté dans la plateforme les mots en fait, qu'on a soulignés. On a dit qu'il fallait que ça soit multi-cloud, multi-LLM, multi-cas d'usage. Enfin, il y a beaucoup de multi. Il y a un vieil adage, très agricole d'ailleurs, qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et ben là, on est exactement là-dedans. Il n'y a pas de raison de le changer. C'est assez performant. Après, c'est vrai que c'est un coût. C'est-à-dire avoir la capacité, par exemple, à pivoter, ou en tout cas à rendre ça relativement réaliste d'un environnement à un autre, d'un modèle à un autre, il faut le prévoir à l'avance. Ça veut dire que c'est probablement plus coûteux sur les architectures, plus coûteux également sur l'implémentation. Mais à l'échelle d'un groupe comme le Crédit Agricole, 150 000 collaborateurs, 24 ou 25 millions de clients, ça paraît quand même indispensable de se poser ces questionnements-là avant d'être effectivement complètement absorbé, je dirais, par la manœuvre et le déploiement de l'IA générative un peu partout dans nos processus et dans nos parcours, quoi. Je sais pas si j'ai essayé de faire très panoramique en réponse, mais voilà. Pardon. Bonjour, Benoît Longin. Une question, vous avez parlé dans la phase projet d'une phase préparatoire au niveau de la qualité de données, si j'ai bien compris. Quelle est la nature des analyses que vous faites sur la qualité de données? Quel est le niveau d'exigence que vous mettez sur la qualité de données qui, on le sait, drive pour beaucoup la qualité de l'output qui va être produit par la génération? Tu veux répondre, Samuel, ou... En fait, tout va dépendre du type de solution qu'on construit. Nous, on travaille par type de données. Donc là, on parle de Search Generative Search qui est principalement sur du RAG, donc sur des données documentaires. Mais on a aussi un niveau d'exigence qui peut aussi pour des solutions analytiques, donc sur des données qui vont être des données structurées, des données tabulaires. En fait, on va s'assurer avec le métier, on fait d'abord une analyse du type de données et de la qualité de ces données-là. Donc la mise à disposition avant d'attaquer, et on va regarder dans ces prérequis, en fonction de la faisabilité, si on a la possibilité d'atteindre les niveaux de performance qui sont exigés par le métier. Et en fonction de ça, on définit si on y va ou si on doit faire autrement. Mais en tout cas, il y a une analyse au préalable qui est menée sur à la fois la donnée, à la fois la disponibilité et aussi sa documentation. Après, je rajouterais aussi alors sur les cas d'usage d'IA générative, comme on utilise plutôt des modèles qui sont pré-entraînés, c'est vrai que la phase aujourd'hui de qualité qu'on mène principalement, c'est sécuriser une base annotée de qualité. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va évaluer les performances des modèles, pouvoir benchmarker et décider si on part en production ou pas. Et là, on a une démarche déjà de suivi d'atelier avec les experts métiers qui vont annoter ce corpus-là et pouvoir sécuriser avec des recouvrements, des métriques vraiment d'évaluation
pour qu'on atteigne vraiment une qualité intéressante en termes d'annotation fournie par les métiers. En complément, hein, pour aller au-delà de la qualité, ce que font ressortir ces cas d'usage reposant sur l'IA générative, c'est de gros besoins de rationalisation et d'urbanisation de nos choix en matière de gestion des données au sens large, et en particulier en matière de gestion documentaire. En fait, on s'aperçoit qu'on a des choses qui sont dans des SharePoint. Bon, ça va à peu près parce que assez régulièrement, il y a un cycle de gestion de la vie des documents en fait, qui est mis en place. Mais il peut y avoir aussi le SharePoint sans le cycle de gestion et de versionning des documents. Là, ça se complique parce que si vous avez une IA générative avec 3 versions en cours du même document, bah, ça peut générer beaucoup de confusion, des erreurs, des anomalies supplémentaires. Et puis vous avez aussi toutes les données de ce type-là, les données non structurées, qui ne sont pas encore dans un cycle, on va dire, vertueux de gestion de la donnée non structurée. Vous retrouvez des répertoires Word, vous retrouvez des vieilles GED, donc avec un document numérisé, scanné dans un compartiment au bon endroit ou pas, ça, on vous laisse la surprise. Et en fait, c'est un effort de pédagogie assez important vis-à-vis des métiers, parce que parfois, on ne comprend pas forcément que le coût du projet ou l'effort à faire le projet est bien plus important que la seule partie IA. Si on veut de bons résultats, il va falloir investir sur ce socle de gestion documentaire. Et cet investissement n'est pas que de l'informatique, c'est aussi du processus, des procédures métiers, des gens pour s'en occuper. Et donc voilà, et donc c'est ça quelque part, ça convoque cette nécessité-là auprès de nos métiers et de nos IT, quoi. Achraf Ayadi, donc aujourd'hui 36K, qu'est-ce que vous prévoyez pour les années suivantes? Est-ce que vous prévoyez 100, 200? Est-ce que vous êtes staffé pour aujourd'hui, ou est-ce que dans le cadre d'un groupe mutualiste, vous pensez qu'à un certain moment, avec un nombre particulier de use cases, vous allez un peu décentraliser l'effort et vous laisserez les entités un peu gérer de manière plus ou moins autonome leur trajectoire GenAI? Bon, il ne faut pas être obsédé par le nombre, hein. On met 36K parce que ça tape bien. Vous n'avez jamais posé pourquoi 36. En fait, ce qui compte, c'est l'impact. Donc à la limite, si on a le même impact avec 2K, il faut faire les 2K. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est ce qui repose sur l'IA générative. Bon, objectivement, on verra à l'issue on va dire de toutes les phases de cadrage, tous ces 36 cas d'usage. Je suis loin d'être convaincu qu'on n'aura que de l'IA générative. Je suis même convaincu de l'inverse en réalité. Et il y a peut-être même des cas d'ailleurs où c'est que de la data, un simple calcul, un bon vieux calcul, je dirais, qui suffira. D'une manière générale, ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est que quand on vise finalement cette orientation centrée sur la valeur, il y a un point de difficulté, c'est qu'on sait très bien calculer le coût, parce que ça va coûter le projet. Bon, en général, même, ça coûte un peu plus que ce qu'on prévoit, mais ça c'est normal, hein, on veut faire les projets, donc voilà. La valeur, c'est plus compliqué, parce que des fois, c'est multifactoriel. Parfois, on tombe sur des formes de valeur où, par exemple, si on parle du quart d'heure que chaque collaborateur peut gagner à la fin de la journée, c'est ce qu'on appelle de la productivité, mais c'est une productivité non récupérable. Du coup, c'est assez dur à mesurer dans la durée. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut insister quand même pour mettre ça dans les cadrages, hein, ce dont Samuel parlait. Et la réalité, c'est aussi de se dire qu'il faut qu'on proportionne ce qu'on va mobiliser pour atteindre cette valeur-là. Et dans bien des cas, je pense, on va s'apercevoir qu'il y a peut-être plus simple, mieux maîtrisé, moins risqué, voire tout ce qu'a dit Emen, que de l'IA générative, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'ambition en nombre de cas. C'est plus de le mettre là où c'est réellement utile pour les clients et pour les collaborateurs. Si une data fait l'affaire, si une refonte du processus sans data, sans IA fait l'affaire, on va avoir une approche plutôt centrée sur le besoin que sur la solution, quoi. Non, c'est pas centralisé chez nous en fait, hein. Nous, on est une direction data group où effectivement on collabore avec des entités du groupe et des métiers pour quelque part faire une trace et un amorçage sur des grands cas d'usage. On favorise le partage d'expérience, mais l'ADN du groupe est viscéralement décentralisé. C'est-à-dire que là, je voyais dans la salle, il y avait Didier Lelouch de LCL qui est là. Il a fait son assistant rédactionnel de traitement des emails et c'est très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement faire des amorçages sur un certain nombre de sujets.
On va essayer de favoriser une consolidation de niveau groupe. Par exemple, tout ce qui est gestion des risques, ça a été évoqué. C'est quand même un sujet qui mérite qu'il y ait quelques règles et quelques partages. Parce que autant on voit bien, c'est utile de faire une taxonomie des risques. C'est encore plus utile si vous allez rechercher régulièrement quels sont les leviers pour détecter et objectiver ces risques et quelles sont les méthodes et les outils pour les corriger. Donc c'est aller et fournir au groupe en fait tous ces éléments-là pour que justement le pouvoir de la centralisation fasse son effet, mais décentralisation, ça doit s'accompagner en fait d'un certain nombre de règles. Je crois qu'on a fini, on est en time out. Merci à tous. Merci.